à Zaporijjia. Nous sommes en Ukraine, c'est une centrale nucléaire et sans doute l'une des plus importantes d'Europe. C'est la plus grande centrale d'Europe. Elle est occupée depuis des mois par les Russes. Et ce qui inquiète beaucoup, non seulement Volodymyr Zelensky, mais aussi les dirigeants européens, c'est qu'elle est régulièrement visée par des bombardements, cette centrale, depuis des jours maintenant. Il y a cette crainte donc d'un accident nucléaire majeur. Vladimir Poutine a validé la venue d'experts de l'AIEA, mais on attend toujours leur venue. On voulait vous montrer ce reportage exceptionnel de notre équipe. Gilles Parot avec Jérôme Garraud, ils se sont rendus aux côtés des Russes, au pied de la centrale, et ont rencontré les habitants terrorisés. On regarde. Nous suivons une route hérissée de barrages, de points de contrôle tenus par l'armée russe. Tout au bout, près du front, cette silhouette, ce danger pour l'Europe tout entière. Les 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia, bombardés depuis 3 semaines. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tirer sur ce site. Bon, c'était extrêmement compliqué de venir jusqu'ici. Il faut beaucoup d'autorisations différentes. On ne pourra pas entrer à l'intérieur de la centrale nucléaire. Personne ne peut y pénétrer, à part les gens qui y travaillent. Mais on devrait quand même pouvoir voir les alentours. Un peu plus loin, nous apercevons ces équipes en train de réparer les raccordements électriques, détruits par un bombardement il y a quelques jours. C'est l'un des scénarios redoutés. Si la centrale n'a plus de courant, le cœur de ces réacteurs ne peut plus refroidir. Ce serait l'accident nucléaire, la fuite radioactive. Et ce n'est pas le seul risque. Andrei Loudani est un ingénieur ukrainien autorisé par les Russes à nous parler. Lui travaille ici et s'occupe des déchets radioactifs. Les réacteurs sont conçus en théorie pour résister à la chute d'un avion. Je suis beaucoup plus inquiet pour les stocks de déchets radioactifs. Ils ne sont pas très protégés. Si un obus ou même une roquette tombe dessus, une zone considérable pourrait être vite irradiée. Voici la menace, filmée par les autorités russes. Des obus comme celui-ci tombent régulièrement dans l'enceinte de la centrale. Et pourtant, les ingénieurs ukrainiens travaillent toujours ici. Pendant notre tournage, nous apercevons au loin quelques employés. 9000 personnes au total s'occuperaient toujours de la centrale. Un chiffre invérifiable. La plupart des ouvriers vivent dans la ville voisine d'Energodar. Blottis contre la centrale, 50 000 habitants avant le conflit, 2 fois moins aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas fui, comme cette femme, vivent entre la crainte de la guerre et l'invisible menace d'une fuite radioactive. Oui, j'ai peur. Bien sûr que je suis terrorisée. Je m'inquiète pour ma famille. Je ne peux pas partir. J'ai une pension minuscule. Ma fille est malade et j'ai aussi un petit-fils ici. Comment voulez-vous que je parte? Mon fils travaille dans la centrale comme chef d'équipe. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Dès que j'entends des explosions au loin, je pleure comme un enfant. L'impression de vivre sur une terre interdite. Un plan d'évacuation est déjà prévu. Seule avancée, la Russie a accepté une visite de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces inspecteurs pourraient arriver d'ici une quinzaine de jours. Sergueï Girnov, je pense en ce moment aux Ukrainiens, aux Russes d'ailleurs, qui seraient touchés eux-mêmes s'il y avait un accident dans cette centrale nucléaire, mais aussi aux Européens et aux Français. Les personnes qui ont plus de 40 ans, plus de 45 ans, ont gardé présent à l'esprit la peur 1986, à quelques centaines de kilomètres de là, Tchernobyl, 26 avril. 26 avril. Et là, c'est vrai que quand on voit des torpilles, des missiles, des bombes qui se promènent au-dessus ou carrément dans les bâtiments logistiques qui entourent la centrale, eh bien, on peut comprendre qu'il y ait quelques frayeurs. Bah oui, tous les Français qui sont un peu plus âgés, ils se souviennent de ce nuage Tchernobyl qui est parti le 26 avril vers l'Europe. Après, il se serait arrêté à la frontière française. Mais bon, tout le monde a compris que c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, il y a toujours des endroits, et c'est ça la différence entre une bombe atomique et une centrale nucléaire. Bombe atomique, vous avez l'explosion. 2 semaines après, il n'y a plus de radiation, ou 3 semaines après. Une centrale nucléaire comme Tchernobyl, 2000 ans
après, il y en aura toujours des choses qui vont irradier. Et donc, il y a encore des parties sur le sol français qui irradient. Et bien évidemment, ça parle. Les gens, ils ont peur de ça. Et les Russes, ils jouent avec ça. Ils jouent avec cette peur. Ils jouent Et avec qui est à l'origine alors? Parce que chacun se renvoie la faute. Quelle est la version la plus probable selon vous? Ben, vous savez, moi j'aimerais bien entendre le renseignement américain. Parce que, pour vous dire qu'actuellement, il y a 200 satellites qui survolent, de l'OTAN qui survolent l'Ukraine tous les jours. 200 satellites, 206 plus précisément. Et il y a encore 7 satellites russes militaires. Mais 206, c'est l'OTAN. Et donc, parmi ces 206 satellites, il y en a beaucoup qui voient quand même ce qui se passe. Sauf qu'ils ne le disent pas, et donc là, c'est ça qui nous angoisse. Et bien évidemment, nous ne sommes pas sur le terrain pour juger, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un obus qui éclate sous vos yeux, même si votre équipe le voyait. Faut-il encore voir d'où il est venu? Quel est cet obus? D'ailleurs, vous avez remarqué, les Russes ont bien gardé l'obus qui est tombé pour le montrer à toutes les équipes de journalistes qui passent. Vous voyez, les Ukrainiens, ils nous bombardent. Donc, à mon avis, il y a aussi... La question que j'ai envie de vous poser, Gallagher, est très simple. Faut-il avoir peur d'un accident nucléaire civil à Zaporijjia? Je dis ça peut paraître un peu niais et un peu mièvre comme question, mais on peut imaginer que, au contraire, les Russes sont très conscients des choses et qu'ils font beaucoup d'esbroufs autour de Zaporijjia, les Ukrainiens aussi, et qu'en réalité, ils préservent comme un sanctuaire ce site. Ou pas, justement, c'est le ou pas. Tout le monde se pose cette question et vous avez raison de vous la poser. C'est en réalité très difficile d'y répondre de manière définitive parce qu'il y a une grande marge d'incertitude. Parce que cette situation, elle est totalement inédite. Les armées françaises, par exemple, ont conçu des exercices autour de sites nucléaires civils. Mais jamais ils n'avaient envisagé qu'une force s'empare d'un site nucléaire civil et l'instrumentalise à des fins offensives. C'est-à-dire qu'ils y disposent des mines, des batteries de missiles et qu'ils tirent en direction d'infrastructures civiles ou d'une autre armée. Maintenant, la question est la suivante. Il y a 6 réacteurs. Ils sont entourés de murs d'enceinte de confinement qui font 1 mètre d'épaisseur chacun, du béton armé. Ces murs peuvent être percés par des munitions. Il y a des munitions qui existent qui peuvent percer des murs d'1 mètre d'épaisseur, même en béton armé. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si un missile tape effectivement un réacteur, le perse? Ça, c'est une grande inconnue. On a eu sur ce plateau, tout au long de l'été, les plus grands scientifiques en matière de génie nucléaire et personne ne peut répondre à cette question parce que personne, dans la conception même de cette centrale dont il faut rappeler qu'elle pourrait endurer le crash d'un avion civil, elle a été renforcée. Elle est très différente de Tchernobyl. Ça n'a rien à voir dans sa conception avec Tchernobyl. C'est rassurant quand même ce que vous nous dites. C'est plus rassurant. C'est plus rassurant dans ce contexte. Oui, enfin, dans le reportage, il y a un expert de Zaporijjia qui dit ce que je crains, ce n'est pas que les réacteurs soient attaqués, c'est que ce soit le lieu de stockage des matières radioactives utilisées, qui soient touchés. Là, il dit, ça sera un accident type Fukushima, beaucoup plus grave. Et en fait, il y a 2 risques plus importants que le réacteur. En Oui. fait, effectivement, les réacteurs sont relativement bien protégés. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent tomber comme munitions sur l'enceinte de la centrale. Pas sur les réacteurs, sur l'enceinte de la centrale, où il faut quand même le rappeler, il y a 500 soldats russes, une dizaine de blindés, qui l'ont pris dès les premiers jours. Oui. Il y a eu un raid dans la profondeur lancé par l'armée russe sur les 3 centrales nucléaires ukrainiennes. Zaporijjia, Tchernobyl et une 3e qui est à côté d'Odessa qu'ils n'ont pas réussi à prendre. Mais donc on avait bien en tête, on avait bien dans leur planification la volonté de saisir ces points, de s'y installer comme bouclier. D'accord ? Et puisqu'à partir de là, ils tirent effectivement sur les positions ukrainiennes. On sait aussi, parce qu'on l'a vu, publié sur les réseaux ukrainiens, une munition Rosers le 20 juillet dernier, qui était une munition Rosers ukrainienne, qui a tapé sur des tentes qui abritaient des soldats ukrainiens dans la centrale et qui a tué des soldats ukrainiens. Depuis, on n'a plus revu. Et des soldats russes, pardon, qui étaient dans la centrale. Et depuis, ce qu'on a vu, c'est cette munition-là. On ne sait pas qui l'a tirée, qui est une roquette qui n'aurait pas pu percer, effectivement,
les grosses enceintes, mais les deux risques qui existent, qui sont les plus importants, c'est ce qu'a dit l'ingénieur ukrainien, ça serait effectivement que sur des dépôts de stockage, il y ait de la poussière radioactive qui parte. Et là, effectivement, en plus, personne ne sait de quel côté ça partirait, parce que ça dépendra du vent. Le deuxième risque serait, ce qui pourrait arriver, serait que l'électricité soit coupée et qu'en cas de problème... Voilà. Qu'il s'approprie l'électricité et qu'il coupe l'électricité. Donc c'est pour ça qu'il y a en fait un sujet énorme, c'est que cette centrale est aujourd'hui utilisée comme un bouclier militaire et comme un point de chantage diplomatique. D'où l'importance... C'est fou parce que... Moi, je suis fils d'ingénieur EDF. Bon. J'en ai beaucoup parlé quand j'étais gamin avec mon père. C'est-à-dire qu'on a conçu ces centrales comme des points importants pour la sécurité publique, pouvant être victimes d'accidents. Je me souviens l'exemple que me donnait mon père, c'était un Boeing peut tomber dessus. Et dans ce cas, fiston, rassure-toi, c'est protégé. Mais jamais mon père ne s'était dit... Et si, dans le cas d'un conflit, ni aucun ingénieur d'EDF, ni du EDF ukrainien, et si jamais il y a une armée qui s'empare d'un site nucléaire civil et qui là fait du chantage et place des mines autour, et voilà. Et ça, c'est un sujet qu'on n'a jamais envisagé. Et je le comprends, parce que c'est tellement ahurissant d'envisager cela à la Poédie. Oui, et la question va beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant un autre problème, le problème de la sécurité mondiale. Et nous voyons qu'aujourd'hui, aucun organisme international n'est capable de gérer ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a les Russes, il y a l'armée de terroristes russes qui a pris de force la centrale nucléaire et aucun gouvernement d'aucun pays, ni aucune institution gouvernementale ne peut gérer cette crise. On est tous un peu en train de discuter. Et oui, ici, ça explose d'un côté, ici, ça tombe de l'autre côté. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les Russes doivent partir, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, même s'ils le gèrent, même s'il y a la commission qui arrive, supposons, je pense que les Russes ne la laisseront pas venir. On parle des agents de l'AIEA. On sait que Vladimir Poutine a validé leur venue, mais on n'a toujours pas de date fixée. D'ailleurs, j'ajoute juste qu'il y a un appel des dirigeants européens aujourd'hui qui le dit. Oui. On veut absolument que les agents viennent le plus vite possible. Oui. Est-ce qu'il y a urgence? Il y avait déjà plusieurs fois les appels. Poutine a dit oui, paraît-il, à Macron au téléphone il y a quelques jours. Vous dites, je suis convaincu que jamais les agents de l'AIEA ne pourront rentrer sur le site de Zaporijjia? Moi, je ne peux pas prévoir parce que je ne suis pas voyante, malheureusement, peut-être. Mais je vois depuis 2014 ce que s'est passé dans la zone de combat vers Donetsk. Il y avait les missions de OSCE qui n'ont jamais eu vraiment l'accès à tous les points de combat qui s'est passé. Les Russes donnaient l'autorisation et après, à la dernière minute, la commission arrivait. Il y avait une sorte d'explosion ou quelque chose d'une attaque, bien sûr non revendiquée et toujours à la chargée sur les Ukrainiens. Et finalement, ce qui s'est passé, la commission, elle répartait. Je crains que ça va se passer. Mais même si la commission arrive, supposons, elle va constater quoi? Qu'il y a la station est minée, qu'il y a les stocks d'essence partout, il y a les camions dans la salle de machine, dans 2 salles de machine de 2 réacteurs, il y a les camions qui sont chargés par les obus. Donc tout ça, c'est, même supposons que les Russes en prennent soin, mais s'il y a un accident technique, s'il y a un missile qui passe, leur missile hyper précis, qui dévie et qui tombe quelque part. Donc, c'est vraiment dangereux. Il faut que cette zone soit démilitarisée et tout le monde doit parler que de ça. Il faut faire la pression sur la Russie pour démilitariser la zone. Et c'est la demande de l'ONU, Guterres, qui s'est exprimé sur le sujet, mais ça semble un petit peu, malheureusement, utopiste pour l'instant, une démilitarisation, Renaud, de cette centrale. Moi, je suis d'accord avec Alain. Le problème, c'est l'erreur humaine. C'est pas, les Russes et les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à une catastrophe nucléaire. En revanche, l'erreur humaine est possible. Moi, je suis extrêmement déçu de voir la passivité de la communauté internationale face à cette prise d'otage hallucinante d'une centrale nucléaire, parce qu'il y a eu effectivement ce matin un appel de Biden, Scholz, Macron et Johnson à la retenue, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'une fois de plus, on voit le quatuor occidental, otanien, et Poutine n'a aucune raison d'obéir à ce quatuor. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, mais ce qu'il faudrait, c'est que la Chine s'associe à ça, l'Inde s'associe à ça, de grandes puissances, de grands blocs s'associent à ça en disant c'est l'humanité qui est en jeu. Oui. C'est l'humanité, c'est pas seulement... Là, on sort du cadre de la guerre avec Biden, Poutine d'un côté. Donc, l'appel à la retenue ce matin ne fonctionnerait que s'il y avait, encore une fois, la Chine notamment. La Chine, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, ne peut pas rester
les bras croisés face à un éventuel accident. Alors, on va y revenir plus largement, Eric, parce qu'on on le rappelle, notre équipe est la seule équipe de journalistes à avoir pu rentrer, ou en tout cas se promener au pied de la centrale de Zaporijjia, et on y reviendra plus largement. Dans une heure, à peu près. Dans une petite heure, exactement. On voulait aussi faire le point. On s'est quitté avant l'été. On se posait la question s'il y aurait des avancées ou pas dans l'est du pays, notamment dans le sud. 6 mois après le début de la guerre, on fait le bilan. Mais après l'été aussi, on voulait faire un petit peu le point. Juste un communiqué du Pentagone qui donne un peu une idée de la dynamique. Nous n'avons pas constaté de reprise de territoire par les forces ukrainiennes, mais nous constatons un affaiblissement net des positions russes à plusieurs endroits. On a l'impression d'une forme de statu quo, parce que du côté ukrainien, c'est un peu compliqué également, et on voulait vous faire écouter ce témoignage de ce soldat ukrainien qui donne l'état un peu du moral des troupes. Écoutez. Le moral est plus élevé qu'au premier jour de la guerre, quand on perdait sans cesse du terrain et que tout le monde s'attendait à ce que l'on s'effondre un jour après. Mais il était plus élevé quand tout le monde s'attendait à ce que les forces russes s'effondrent le jour suivant. Maintenant, on est quelque part au milieu et ok, on est là pour un long moment, donc on doit creuser, se préparer pour l'hiver. Alors les amis, on est lundi 22 août. Beaucoup de Français sont rentrés de vacances ou s'apprêtent de rentrer de vacances. Beaucoup de Français ont débranché un peu les chaînes d'infos cet été. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit à eux? Que s'est-il passé en 3 semaines, en 1 mois, en 5 semaines, en 6 semaines? Souvenez-vous, il y avait une dynamique. Les Russes avançaient. Ils grignotaient le Donbass. On mesurait pratiquement jour après jour, Sergueï Girnov, l'avancée des Russes. Bon, que s'est-il passé pendant nos vacances? On s'est enlisé dans une guerre. Donc les Russes se sont enlisés. Ça, c'est la première chose. Donc ils n'ont pas eu beaucoup d'avancement, même s'il y a eu des bombardements. Les batailles ont continué. Personne n'est parti en vacances en Ukraine ni en Russie. Donc là, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui s'est passé. Les Ukrainiens ont pris le dessus dans l'initiative. Et donc, cette initiative, ce n'est pas celle qu'on attendait. On attendait la cavalerie ukrainienne avec des chars qui débarquent sur Kherson et qui libèrent la Crimée, Kherson, Zaporijjia. Ça s'est pas passé. En revanche, les Ukrainiens ont obtenu enfin les armes occidentales très efficaces, très pointues, américaines, françaises, anglaises, etc. Et ils ont détruit au moins 100 points de dépôts de munitions, dépôts de carburant, dépôts de commandement. Et ils ont commencé à attaquer la Crimée, le sanctuaire russe. Attendez. Est-ce que vous n'êtes pas un peu optimiste et exalté là? Non. Parce que là, vous êtes en train de me faire le scénario de la reconquête ukrainienne, de la contre-offensive ukrainienne. Non, je vous passe la parole dans un instant. Didier François. J'ai bien précisé, la cavalerie n'est pas là. Bon. Moi, je trouve que Reconquista ukrainienne ou pas? Non. Non, pas pour l'instant. Je pense que la réponse du jeune soldat est extrêmement claire et elle est très réelle. On a eu d'un côté, au départ, une espèce d'abattement face à l'avancée russe au début de la guerre. Et puis finalement, après, il y a eu une surexcitation ukrainienne parce que les Russes ont été obligés de reculer. Et puis là, ils ont cru que ça allait être fait. Et puis maintenant, malheureusement, on est arrivé à ce stade. Alors les Russes, eux, sont enlisés. Ils avaient cet été pour essayer de prendre, après Severodonetsk, rappelez-vous, qui était une bataille terrible, où les Ukrainiens ont perdu beaucoup d'hommes et où les Russes ont eu un mal fou à prendre la ville de Lysychansk et Severodonetsk. C'est dans la région de Lugansk, dans le Donbass. Voilà, dans le Donbass, ils l'ont prise et ensuite ils sont allés mourir sur leur offensive est allée mourir sur la 2e ligne de défense qui est Bakhmout, Kramatorsk, que vous voyez dans l'ouest. Et depuis, ils poussent, ils essayent. Et ils n'y arrivent pas. Donc Donetsk, ils ne l'ont pas repris. Il y a toute une partie du Donbass. Non, tout à fait. Et honnêtement, si ils n'y arrivent pas là dans le mois qui vient, la pluie va réarriver, ça va être encore plus compliqué. Donc en fait, là, on va rentrer dans l'enfer, pardon pour le parallèle historique, mais on va rentrer dans l'enfer qu'ont connu les armées allemandes et napoléoniennes, les armées de Napoléon, c'est-à-dire la boue, le froid, et donc la neige, l'humidité. Ça va finir par tout geler. Et ce qui correspond à toute manière, les Russes ont besoin de reconstituer leurs forces parce qu'ils n'ont plus assez d'hommes. Voilà. Ils ont perdu jusqu'à un point sur les chiffres d'ailleurs. Ah, ça c'est fou. Le bilan
80 000, Ouais. mais morts ou hors de combat? J'avais lu hors de combat. Morts et hors de combat. Donc, et on a un chiffre, ça, ce sont les Ukrainiens. Voilà, et ça, c'est très intéressant. Ce chiffre, c'est les Ukrainiens, oui. Ça, c'est ce que les Ukrainiens donnent sur leurs chiffres. Les chiffres occidentaux sont du double. Et les autres, c'est les chiffres qui sont donnés sur les Russes, qui sont de 80 000, mais on n'est pas sur le... On pense qu'ils ont à peu près 20 000 à 25 000 tués. 25 000 Côté ukrainien? 45, Russes. 45 Ça dépend. tués. Voilà. Attendez, de quel côté, pardon? Attendez, Côté- qui parlez-vous, là? Les Russes, cet été, au chiffrage qui avait été donné par les services occidentaux, c'était 25 000 morts et à peu près autant de blessés. Et bon, voilà. Et les Ukrainiens disaient 45 000. Voilà. Donc c'est pour donner qui dit quoi, parce que sinon on ne comprend rien. Et les Ukrainiens, eux, reconnaissent 9 000 morts aujourd'hui. Et ne parlent pas des blessés. Les services occidentaux pensent qu'ils sont plus proches de 18 000, 20 000. Oui, Voilà. chiffre Mais sous-estimé. encore une fois, voilà. Oui, alors très concrètement, sur le chiffre de 80 000 morts et blessés du côté russe, ça vient du Pentagone. Il faut juste, pour se faire une idée de ce que ça représente, on parlait au début de l'offensive de 150 000 hommes, entre 150 000 et 200 000. C'est quasiment la moitié de la force engagée qui est morte ou blessée. Hors de combat, comme vous l'avez dit. Le chiffre ukrainien qui est donné par le ministère de la Défense ukrainien, d'ailleurs, c'est très intéressant sur le fait qu'il communique là-dessus, puisqu'il n'avait plus communiqué depuis avril. Et avril, on était aux alentours de 3 000. Donc à ce chiffre, il faut évidemment ajouter les soldats blessés, mais il y a un autre chiffre auquel il faut toujours penser côté ukrainien, ce sont les civils. Et là, on parle de dizaines de milliers de morts. Donc cette guerre, si vous êtes parti pendant 3 semaines et que vous revenez, c'est un carnage. Mais pour quand même finir Juste un truc, après vous répondrez. sur la tactique. On a dit, les Russes donnent ou ne donnent pas leur nombre de tués, de blessés, de hors combat, et puis de toute façon, ils manipulent les chiffres, ils font de la propagande, très bien. Ça, c'était au début. Deuxième chose, on a dit, les Ukrainiens, même s'ils sont dans le camp des agressés, eux aussi, c'est de bonne guerre, trichent sur les chiffres. Alors là, ils disent 9 000 morts seulement parmi les soldats ukrainiens, mais c'est probablement le double, avez-vous dit, voire même le triple. Très bien. Se pourrait-il, c'est ma question, se pourrait-il que le Pentagone, les Américains, lorsqu'ils disent il y a eu 80 000 tués du côté russe, fassent eux aussi de la propagande et de la manipulation de chiffres? Parce que si en plus les Américains s'y mettent, on n'a plus qu'à fermer la chaîne. Après, le problème, c'est toujours pareil. Sur les morts, c'est à la louche, ils sont sur les 25, 30, au plus haut. Les blessés, c'est que tous les blessés, en fait, ne sont pas hors de combat. Il y a des blessés qui reviennent, ça dépend de ce qu'on compte comme les blessés. Tous les blessés ne sont pas hors de combat. En revanche, ce qui est très clair, parce qu'après, là, on est dans un débat un peu... on n'a pas vraiment les vrais chiffres, de toute façon. Et puis, ce n'est pas nous qui les aurons. Donc, en revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est la réalité du terrain. Donc, la réalité du terrain, c'est que les Russes, à ce stade, sont plus capables d'avancer. Et qu'en plus, les Ukrainiens ont une tactique intelligente qui a été d'organiser des frappes comme eux-mêmes ne peuvent plus avancer non plus, parce qu'ils n'ont pas assez d'armes, pour le coup, pour faire une contre-offensive, pour reprendre Kherson, avec, comme le disait Sergueï, la cavalerie. Ils ont mis en place une tactique très intelligente avec les armes qui leur étaient données à longue distance, qui a été d'organiser 3 box du côté de Kherson de feu, dans lequel petit à petit ils cassent dans les profondeurs les capacités de ravitaillement russes. Et ils vont même taper plus loin, puisqu'ils arrivent à taper par-ci, par-là, en Crimée, mais ce qui est un coup important, parce que ça permet de remonter le moral. Et surtout, ça leur a permis d'obliger les Russes à enlever une partie de leurs troupes qui étaient justement dans le Donbass, et donc à affaiblir leur attaque dans le Donbass pour renforcer et protéger leur ligne logistique dans le sud, du côté de Zaporijjia et de Kherson. Ce qui explique pourquoi, finalement, tout ça s'est équilibré et que maintenant, on est sur une espèce de situation de statu quo, où il y a une course à la reformation des structures combattantes. Les Russes sont en train de recruter 35 000 hommes pour essayer dans les différentes régions, pour essayer en vitesse de les remettre en capacité. Et les Ukrainiens forment aussi du personnel en Grande-Bretagne. Et vont être formés. Il y a une discussion en Europe pour en former. Voilà. Et donc là, on est reparti dans cette espèce de course à la reconstitution d'une capacité de manœuvre. Ils pour veulent l'instant, former aucune les des armées. militaires ukrainiens, justement. C'est le chef de la diplomatie européenne qui le dit aujourd'hui. On écoute. Il me semble raisonnable qu'une guerre qui dure, et qui semble-t-il va durer, exige un effort non seulement matériel, mais aussi en termes d'entraînement, de formation et d'aide à l'organisation de l'armée.
C'est ce dont on discute dans tous les États membres et cela fera l'objet d'un débat politique la semaine prochaine. Alors la question qui se pose, vous imaginez, Alain Poëdi, au début de la guerre, au mois de février, mars, si l'Union européenne avait dit, bon, ben, vous savez quoi, on va entraîner les combattants ukrainiens. Les gens auraient pris peur. Et là, maintenant, en ce mois d'août 2022, après 6 mois de guerre, voilà, Joseph Borrell nous explique que finalement, on est en train de réfléchir à monter des camps d'entraînement, des sessions d'entraînement en Europe, en Union européenne, pour les combattants ukrainiens. Oui, c'est très les bien. choses ont changé quand même. Hein. Les choses ont beaucoup changé, mais nous étions confiants parce que nous savions comment ça marche, surtout les prises de décision en Europe et en Occident. Il y a un peu de lenteur au début, mais une fois le processus est en marche, ça avance. Et nous avons vu ça en tout début, on n'avait que les Stinger et Javelins pour les combats un peu partisans dans les forêts. Et finalement, aujourd'hui, nous avons les MLRS, les HIMARS qui sont livrés avec quasiment la quantité d'armes nécessaires. Et maintenant, on commence à parler de l'armement qui vise 300 km pour aller un peu plus au fond. Donc aujourd'hui, bien évidemment, ça a changé. Et c'est très bien, c'est normal parce que le monde entier voit comment l'Ukraine se bat. Au début, ce n'était pas le cas. Au début, ni les États-Unis ni l'Europe ne misaient pas un kopek ou un rouble sur la victoire ukrainienne. C'est pour ça qu'on nous a dit, bon, on va vous aider un peu tenir, un peu pour garder cet honneur de l'entraide. Mais finalement, non. Et quand ils ont vu cet esprit de combattant des Ukrainiens, qu'ils ont fait des miracles. Alors, ils nous aident. Quand je pose la question à tout le monde, là, à nos experts, que s'est-il passé pendant nos vacances ? Tout le monde est à peu près d'accord pour dire enlisement général. Oui. Vous dites progression des forces ukrainiennes. J'ai dit progression parce que c'est-à-dire que la situation en ce mois d'août, en cette fin août, est meilleure pour l'armée ukrainienne qu'il y a 2 mois. Oui, absolument, parce que déjà les Ukrainiens, ils ont repris quelques dizaines de localités. C'était pas le cas. Et quand vous voyez la progression, les cartes en mouvement qui montrent, on voit que les Ukrainiens ont repris plus de territoires qu'ils n'ont perdu. Parce qu'on oublie toujours cette partie du nord d'Ukraine que les Russes d'abord ont occupé et ont libéré. Aujourd'hui, tout le monde dit oui, les Russes gardent 22% de territoire. Oui, mais ils avaient beaucoup plus. Ils ont perdu beaucoup plus. Et surtout, les Ukrainiens sont très malins parce qu'ils ont pris cette tactique de détruire les réseaux d'approvisionnement de l'armée russe et les Russes se retrouvent sans rien et sans les armes, sans les munitions, sans rien du tout. Et ils ont beaucoup de mal aussi à recruter le personnel parce que comme Gallagher a dit, ils ont perdu quasiment la moitié de ces hommes. Aujourd'hui, on voit les difficultés et même s'il y a les soldats qui arrivent, ce seront les soldats de mauvaise qualité. Déjà, on voit ce qui arrive sur place. On a des déserteurs dans tous les sens qui viennent côté ukrainien, chez les Ukrainiens. Quand même, Renaud, là-dessus, on parlait de Joseph Borrell à l'instant qui disait on va entraîner les troupes ukrainiennes, mais il n'y a pas eu d'annonce ce mois-ci, au mois de juillet, de la part de l'Union européenne concernant une aide militaire, contrairement aux États-Unis qui, jeudi dernier, a encore annoncé une aide de plus de 700 millions de dollars. Est-ce qu'il faut, parce que là aussi, c'est un peu là-dessus qu'on s'était quitté au début de l'été, est-ce qu'on va vers un essoufflement occidental ? Non, pas encore. Non, au contraire. Il y a effectivement un statu quo. Et pour ceux qui sont partis, pour répondre à votre question, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, qui ont décroché, moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir à quel point, puisque maintenant la guerre, on a changé de paradigme. On n'est pas une guerre en Ukraine qui va durer 2-3 mois. Tout le monde maintenant s'installe dans une guerre qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans.